Je rencontre différents enfants et j'apprends à comprendre comment chacun d'eux fonctionne, si je peux le dire comme ça. J'apprends à découvrir les différences et la manière dont ils réfléchissent. Et ça m'apprend à effectuer beaucoup plus de recherches pour être à la hauteur, pour pouvoir chaque jour apprendre quelque chose de plus d'eux, ou bien me renseigner davantage sur ce que je dois faire pour qu'ils apprennent encore plus de moi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est encore un autre épisode du NNP Podcast. Et pour cet épisode, on a eu la chance, le privilège, comme toujours, d'avoir une personne assez exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est une dame qui fait plein de choses. Elle écrit aussi. Et c'est tout simplement Madame Laetitia. Merci pour votre temps. J'essaie de voir la valeur de ce temps que vous nous accordez, des temps que vous avez passé ici. Qu'est-ce que vous auriez pu accomplir dans cette journée, mais vous avez accepté de nous l'accorder. C'est vraiment un plaisir, Madame Laetitia. Merci pour l'invitation. Et pour les gens qui ne te connaissent pas très bien, je ne saurais pas vraiment faire cette présentation qui te représente le mieux. Est-ce que tu peux un peu nous parler de qui tu es exactement et qu'est-ce qui t'occupe dans la vie actuellement? Ok, merci. Donc c'est Laetitia Malira, épouse d'Embea. Je suis mère d'une fille. Je me charge de l'administration de l'école maternelle et primaire de Kivu International School. Par moments, je donne aussi le cours d'anglais dans le niveau élémentaire, en première et deuxième primaire. Je suis étudiante en sciences de l'éducation à l'Université internationale des nouvelles technologies. Je suis écrivaine, mais aussi éditrice. Voilà. Oh. Comment tu navigues dans tout ça? Mère, étudiante, administratrice, enseignante, épouse, écrivaine. Bon, j'essaie un peu de faire la part des choses. Chaque chose a son temps. Il y a des priorités. Et la première, bien sûr, celle d'être épouse, ensuite mère. Le reste vient après. Mais vraiment, chaque chose a son temps. J'essaie un peu de coordonner. Et dans tout ce que je fais aussi de mon mieux pour avoir un temps de me détendre, afin de ne pas être surmenée. Et quelle est cette enfance qui t'a conduit à tout ça? C'était quoi ces rêves? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à embrasser au fur et à mesure que tu grandis? Ou c'est quelque chose qui vient de ton enfance, de comment tu as grandi, de l'environnement familial? Ah, d'accord. Bon, déjà très jeune, je n'aimais pas être inactive. Donc, je ne voulais pas rester à ne rien faire. J'ai toujours eu besoin de faire quelque chose. Donc, quand il n'y a rien à faire, ça veut dire que je vais peut-être être en train de suivre un film, le retenir, ou bien me mettre à l'écrire. Donc, j'aimais toujours être en mouvement, me rassurer d'être en train de faire quelque chose. Et à mes 14 ans, j'ai été invitée par un ami au Parlement d'enfants. J'ai été intéressée et donc depuis 2014 que je suis membre du Parlement d'enfants, zone Est. De 2014 à 2016, j'ai été présidente du département éducation, jeux, culture et loisirs. Après, j'ai été élue vice-présidente en charge de la protection et la participation de l'enfant. Ensuite, j'étais aussi présidente des enfants reporters de Goma, encadrée par UNICEF et Observatoire des droits humains. Et avec le temps, j'ai développé une certaine passion pour la communication. J'ai d'abord commencé mes études universitaires en communication. Mais dès que j'ai décroché mon premier boulot, j'ai un peu arrêté. Bon, heureusement, on a aussi arrêté avec les études à cause du confinement.
Pendant le confinement, j'ai travaillé comme chargée de communication à Children's Voice. Et juste après, j'ai commencé à nourrir une certaine passion pour l'éducation. Et c'est dans ce sens que je me suis retrouvée à l'école KISS, tout d'abord comme professeure d'anglais et assistante en première primaire. Et après, j'ai été prise comme chargée de l'administration. Et je me suis dit reprendre mes études universitaires, mais dans le domaine de l'éducation, afin de pouvoir me perfectionner en la matière. Ah. Ça se sent que depuis que tu es trop jeune, tu ne faisais que te préparer. Oui, hein, je me prépare toujours parce que je n'ai pas vieilli. Et tu es passé d'institution à institution. Bien sûr, le Parlement d'enfants. Tu as passé beaucoup plus de temps là-bas. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'espace qui t'a, à un moment donné, construite? Ah oui, hein, ça on peut le dire. On peut même le crier. Le Parlement m'a formée, a fait de moi 90% de ce que je suis. J'ai tout appris là-bas parce que j'étais jeune et très ouverte. J'ai tout appris là-bas. J'ai développé mes capacités oratoires là-bas. J'ai rencontré des personnes, donc mes capacités sociales aussi, je les ai développées là-bas. J'ai rencontré beaucoup de défis. J'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai participé à plusieurs conférences. Et ça m'a un peu challengée. Et ça m'a permis de toujours faire plus afin d'être utile. Beaucoup de jeunes, actuellement, je pense, n'arrivent pas à comprendre. Et peut-être que toi, tu sauras mieux le dire que moi. Je crois que on a une jeunesse beaucoup plus, je sais pas, tournée vers la facilité, qui est d'essayer de se challenger un peu, en essayant de se retrouver dans des communautés. Je sais pas comment tu trouves notre jeunesse actuellement. Bien sûr, tu as la chance de passer du temps avec les jeunes. Et aussi, vous avez une façon vraiment exceptionnelle, peut-être d'encadrer les jeunes, parce que j'ai à passer à KISS par moment et Ah, c'est vrai. 2 fois j'ai envie de revenir à l'école primaire. Je sais pas cette analyse que tu as par rapport à la jeunesse actuellement, la jeunesse congolaise. Bon. Comparativement à comment toi tu as grandi, Oui. et tout ce que tu as pu faire pendant que tu étais toute jeune. Je pense, je ne peux pas le dire en termes de chiffres, vraiment, mais je pense que la petite partie des jeunes qui ont pris conscience et qui sont actifs devraient être des modèles. Parce que, bon, je n'aime pas beaucoup être du côté de ceux qui pensent que les jeunes sont inactifs. Et ce sentiment, je l'ai quand je participe à différentes activités, soit comme intervenante ou simple participante. Je me rends compte qu'il y a une certaine participation. Et bon, je préfère me pencher du côté des personnes qui vont inciter ces jeunes à pouvoir être des modèles afin de ne pas se plaindre de l'attitude de ceux qui veulent la facilité, mais de faire partie de ceux qui vont inciter les jeunes à pouvoir comprendre que on doit faire quelque chose de notre temps, on ne doit pas passer inaperçu, on ne doit pas mourir plein ou vieillir et regretter le temps qui est passé. Donc oui, c'est vrai, il y a une partie de la jeunesse qui est inactive, mais à celle qui est active, que faisons-nous? Je pense qu'on devrait... Je suis tout à fait d'accord avec toi. On devrait garder permanente la conscience que nous sommes appelés à pousser ces jeunes à l'activité, et non seulement à l'activité, mais aussi à la productivité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Parce que je pense qu'au Congo, moi personnellement, je n'ai pas eu assez de modèles de mes aînés. Il y a eu quelques-uns. En tout cas, ces modèles m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je peux les citer sur le bout de doigt. Ah oui, hein, malheureusement. Sur le bout de doigt, il y a Petna de Yole Africa, il y a Sekombi Katondolo avec Mutani Project, il y a Dario Kasuku avec PGB. Okay. Celui-là, il a été vraiment, j'ai eu à apprendre beaucoup de lui parce que j'ai eu à travailler pour l'académie pendant un moment. Okay. J'ai eu à travailler dans une organisation où il était le dirigeant. Je crois que sa façon de faire, se comporter aussi avec les gens,
m'a permis juste de voir le monde un peu différemment. Et à part ça, peut-être s'il faut dire, mon père aussi a été un modèle pour moi. Je vois pas sur le haut niveau, au niveau du gouvernement et tout ça. Ça, c'est carrément, je sais pas, des modèles là-bas. Dans ma communauté. Et je crois que le peu de modèles que j'ai eu à voir, c'était vraiment quelque chose. C'est bien. C'était vraiment quelque chose. Et je pense que votre idée, on doit avoir ce sens des responsabilités à un moment donné et de se mettre comme modèle. Bon, bien sûr, on n'est pas parfait, mais quand même, votre expérience, l'expérience que quelqu'un d'autre peut avoir et partager avec les jeunes, je crois que ça peut beaucoup aider. Oui. Oui. Et je crois que votre vie en entièreté a été caractérisée par l'apprentissage. Oui. Hein. Quelle valeur vous donnez à l'éducation? La valeur que je donne à l'éducation, je dirais que c'est peut-être la même que celle que Mandela a dit, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je pense que c'est une arme qui ne tue pas, mais qui fait naître, fait grandir et développe. Comme on le définit déjà à l'école, l'éducation permet de faire sortir de l'ignorance. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir découvrir ce que nous sommes, ce qu'il y a en nous. Et l'éducation nous aide à développer nos potentiels afin qu'ils soient utiles. Je vais répéter ce mot 10 fois. Afin de les rendre utiles à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Oui. Complètement d'accord avec toi. Et moi, je pense que la façon pour moi de réfléchir à l'éducation, c'est juste cette capacité d'avoir plusieurs informations en même temps. Et j'essaie de réfléchir notre cerveau comme étant une sorte de tiroir où tu gardes plusieurs informations. Et à chaque décision que tu dois prendre, c'est ces tiroirs-là que tu ouvres pour trouver la meilleure solution ou la meilleure décision à prendre. Oui. Donc, plus tu es éduqué, plus tu remplis ces tiroirs, plus tu es en mesure de rapidement prendre des décisions. Exactement. Même si tu vas prendre le temps de discerner à un moment donné, tu as déjà un backup. Tu as déjà une base de où est-ce que tu peux commencer. Et c'est comme ça comme moi je vois un peu l'éducation. Et en parlant d'éducation, quelles sont les études que vous avez faites? Les études que j'ai faites, au secondaire, j'ai fait le latin philo, la section littéraire. Et comme j'ai dit, j'avais commencé en communication. Après, je suis en train de faire la science de l'éducation. La science de l'éducation? Oui. La science de l'éducation. Comment, juste quand on parle de la science de l'éducation, comment mieux éduquer? Un peu. Comment mieux éduquer, apprendre à développer des pratiques pédagogiques, comprendre le développement de l'enfant, parce que la science de l'éducation est un peu liée à la psychologie. Oui. Apprendre à développer des meilleures pratiques de l'éducation. Mais donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu fais actuellement? Oui, c'est quelque chose que je fais, mais que j'aimerais mieux faire, parce que je pense que c'est un besoin dans le pays. Bon, pour ne pas parler globalement, mais dans la ville, je pense que c'est un besoin. Et s'il faut parler du système éducatif congolais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, mais je ne voulais pas en rester à y penser, mais voir de quelle manière est-ce que je peux être utile pour l'amélioration de ce secteur. De manière formelle. Je crois que c'est une bonne approche parce qu'après, bon, moi j'aime généraliser. C'est bien. Moi, je vois la majorité des Congolais sur les réseaux sociaux, on aime beaucoup se plaindre. Oui, beaucoup. On aime. Peu sont ceux qui ne se plaignent pas. Oui. Mais pendant qu'on se plaigne, comment on se prépare aussi, surtout la jeunesse, quand on se plaint,
Comment on se prépare pour cette relève? Parce que nos aînés sont en train de passer. Oui, exactement. Et moi, je trouve vraiment intéressant cette façon-là pour vous, c'est dire, voilà un problème. Au lieu de me plaindre, comment je me prépare pour résoudre ce problème? C'est vraiment la bonne question hein, à laquelle on devrait chaque jour Oui. penser. C'est après, bien sûr, bon, aujourd'hui, vous êtes peut-être à Kiss. Qui sait combien de temps vous allez passer là-bas? Vous serez peut-être appelé à diriger soit Kiss ou soit votre propre établissement scolaire, soit prendre le ministère de l'Éducation. Je n'ai pas d'ambition politique. Des fois, ça arrive. Bon. Quand tu vois que le problème est vraiment sérieux et que toi, tu as les nécessaires pour peut-être contribuer. Mais comment on se prépare? Oui. Je crois que ça, c'est ça la grande question que tout le monde, en tant que jeune, devrait se poser chaque matin. On pleure, il n'y a pas de l'emploi. OK. Qui donne l'emploi? Qui crée l'emploi? Comment je trouve cet emploi? Comment j'en crée? Je crois que c'est ça les bonnes questions, que de juste être fanatique et aussi être parmi ceux qui se plaignent tout le jour. Parce que j'ai découvert au Congo, il y a deux camps. Oui. Soit on est fanatique, soit on se plaint toujours. Quand on est fanatique, on applaudit pour notre leader. Oui. Qu'il soit mauvais ou pas, on l'encourage. Oui. Sans pour autant savoir, OK, comment on se rassure que, bon, voilà, on se prépare correctement pour bien faire les choses. Et comment vous vous êtes retrouvé dans l'administration des KISS, cette grande école qui est en train de redéfinir les systèmes éducatifs Oui. à Goma? Comme je l'ai dit avant, j'ai d'abord été assistante en première primaire et professeure d'anglais en première et deuxième primaire. C'est un peu un contraste, dire t'es enseignante, après l'administration. Il faut d'abord dire que je n'ai pas fait des études pédagogiques. J'ai appris dans la pratique, parce que déjà, bon, j'apprends vite. Et dans le Parlement d'enfants, à Children's Voice, donc vraiment partout où j'ai eu à passer, j'ai appris à développer certaines capacités, donc apte à tous travaux, comme on dit. Alors, vous connaissez Dario, comme vous venez de le dire. Et comme vous dites que c'est une école qui cherche, je ne sais plus le terme que vous avez employé. À redéfinir les systèmes. À redéfinir le système, ok. Donc, plusieurs fois, on a eu des discussions et il a remarqué quelque chose d'un peu particulier. Et ils m'ont proposé de pouvoir travailler dans l'administration. Bon, c'est vrai, les tâches liées à l'administration faisaient déjà partie de ce que je savais faire. Sauf que l'époque où j'ai été engagée, vous voyez, bon, on cherche un travail pour avoir un peu d'argent et tout ça. Il n'y avait pas de poste vacant dans l'administration. Il y avait besoin d'être assistante. Et ce qu'une assistante fait, c'est pratiquement ce que l'enseignant fait. Mais pas complètement. Ce que je faisais, c'était me rassurer que tous les enfants sont en train de bien faire ce que l'enseignant a demandé de faire. Est-ce qu'ils ont... Parce qu'à KISS, on vérifie le niveau de l'enfant dès le premier jour de l'école. Donc, ça veut dire qu'on doit communiquer avec le parent toutes les difficultés de l'enfant. Et je dois me rassurer que chaque enfant progresse. Je dois me rassurer que peu importe son niveau, il doit partir d'un point vers un autre. Mais aussi, à la fin de la journée, je dois être dans le bus, accompagner les enfants. Et c'est peut-être juste une parenthèse. J'aime bien dire aux gens d'être fidèles aux petites choses. Parce que c'était
pas grand-chose, c'était un peu insignifiant. À l'époque, ce n'est qu'aujourd'hui que je me rends compte que il y a pas de saut métier, on le dit, mais le dire est une chose, le vivre en est une toute autre. Quand on n'a pas ce qu'on veut directement, on prend bien soin de ce qu'on a. Parce que parfois, il y a des gens qui me disaient, mais avec toutes tes capacités, avec tout ce que tu sais faire, tu peux bien travailler dans une ONG ou bien, je sais pas comment, parce qu'Achievement Voice avait démissionné. Tu peux bien faire autre chose, mais tu es assistante. On te voit le matin dans le bus avec les enfants, le soir, tu les raccompagnes. Bon, c'est vrai, à l'époque, je pouvais pas réfléchir et me dire, peut-être qu'une fois, je finirai à la direction. C'était pas vraiment ça. Mais quand on m'a dit les raisons pour lesquelles on m'a pris proche de la direction, je me suis dit, mais carrément, ça veut dire que je faisais bien mon travail et que je ne me plaignais pas dans ce que je faisais, mais je me rassurais de bien le faire afin de pouvoir, si pas dans la même école, mais ailleurs, me rassurer que j'ai un bagage assez suffisant pour pouvoir jouer le même rôle ailleurs. Donc, voilà. J'aime bien cette phrase, il faut rester fidèle aux petites choses. Et je crois que c'est tout ce qui nous manque la plupart des fois. Oui. On a tout de suite envie de faire de grandes choses, tout en oubliant que on arrive aux grandes choses, commençons par des petites choses où on a assez de contrôle. C'est ça, c'est comme quand vous parlez des jeunes qui se plaignent. Par exemple, si on se plaint des détournements et tout ce qui va avec, on se plaint de ce qu'ils font, ce qui est plus grave à nos yeux. Mais on est étudiant, mais on triche à l'université, par exemple. Ça aussi. C'est des antivaleurs. On ne peut pas être un étudiant qui triche et devenir un ministre qui ne triche pas ou qui ne fait pas... Exactement. Quand on commence par des petites choses, après, on fait ce qui est plus grave. Donc, je pense, comme vous avez dit, que l'heure n'est pas à se plaindre, mais à devenir ce qu'on voudrait que l'autre soit. Exact. Oui. Et ça se voit toujours. Comme tu l'as dit, il y a un homme sage qui a dit on cesse à évoluer quand on devient complaisant. On pense que peut-être avec les études que j'ai eu à faire, je dois pas faire ces petits travaux et tout ça. Moi, je me dis, avec les diplômes que nous avons, si tu es par exemple le serveur dans un restaurant, montre comment un licencié travaille. Oui. Si tu es quelqu'un qui nettoie les toilettes, comment on nettoie les toilettes en tant que licencié? Et je crois que les petites choses, comme tu as dit, quand on reste fidèle à ça, ça se remarque. Exactement. Ça se remarque parce que ce sont des choses difficiles à maintenir. Et c'est ça qui fait la vraie personne. En fait, quand tu es fidèle à ça se sent que tu es vrai, quoi. Oui. Et que de chercher à prouver de grandes choses, pourtant tu n'y es pas encore. Oui. Et les grandes choses, c'est l'expérience, en fait. C'est pourquoi même quand on va chercher l'emploi, on nous demande 5 ans d'expérience. Parfois, c'est pas juste. C'est juste parce que, écoute, quand toi, tu étais encore à l'école, tu étais au Parlement d'enfants. Oui. C'est l'expérience. Et si tu mets ça dans ton CV, c'est l'expérience que les gens vont considérer. Oui. Et je ne sais pas ce que les gens pensent en termes d'expérience, mais c'est ça. C'est avoir contribué à quelque chose tout en étant... Tu peux être étudiant, tu peux être à l'école et tout ça, mais quand même, tu peux toujours avoir du temps pour contribuer à quelque chose. Ça dépend, hein, parce que parfois, quand on vous demande 5 ans d'expérience, c'est dans le domaine pour lequel vous postulez. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de ces études qui ne vous laissent pas le temps de faire autre chose qu'être focus sur les études. Moi, je connais... Écoute, je pense que, bien sûr, on n'a pas le temps de tout faire, mais on a le temps de faire ce qui est nécessaire. Et s'il faut voir les rythmes de travail des Chinois, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on pleurniche aussi trop de fois. On peut bien parler du rythme de travail des Chinois, mais est-ce qu'on parle de leur système d'éducation? Ça aussi, leur système d'éducation. Mais je crois que tu as aussi dit quelque chose qui est très important. Il faut savoir... c'est quoi encore ce que tu as dit?
il faut savoir, c'est toujours dans le même angle de rester fidèle aux petites choses, Oui. mais aussi savoir faire des choses qu'on arrive à contrôler. Ah oui. Forcément, on ne va pas faire grand-chose, Oui. mais on va faire juste des petites choses qui nous permettent d'avoir cette expérience. Ah oui, ça, c'est encourageant. Oui, on ne va pas passer toute sa vie à l'école, Oui. mais on a des temps libres. Pendant ces temps libres, quelle expérience on essaye d'acquérir? Et on ne va pas chercher un travail où on n'a pas d'expérience, où on n'est pas du domaine. Ça, c'est du désespoir. On cherche à tout prix à gagner. Et des fois, on fait les travails, c'est pas pour gagner forcément. C'est d'abord contribuer, et gagner, c'est les résultats des contributions qu'on a. Malheureusement, c'est pas ce qu'on nous apprend tout d'abord. C'est pas, c'est pas ce qu'on nous dit. c'est pas ce qu'on nous dit tout d'abord. Mhm. Donc, c'est comme ça que, comme je vous ai dit, quand je vais chercher un travail, bah, dans ma tête, c'est d'abord pour gagner. Pour gagner, oui. C'est après que, quand je suis en plein travail, que je me rends compte que, Oui. en fait, c'est pas pour gagner que tu dois être ici. Mhm. C'est pour développer l'endroit où tu es, Mhm. être utile dans ce dans quoi Exactement. tu es et faire en sorte que bah, quand tu partiras, que ce soit, bah, elle est partie, mais vraiment, elle a contribué à quelque chose. C'est ça le mot qu'il fallait dire. Oui. Être utile là où tu es. Mais, Et c'est ce que j'ai dit à mes collègues ici. Faut jamais faire en sorte que le travail soit plus important que toi. mais, Tu dois être important dans ton travail. Là, tu vas gagner plus. je crois que je le dirai aussi à mes collègues. Alors, je crois qu'on a assez discuté. On va essayer peut-être, pour finir, parler un peu du livre que tu as écrit. Guerre dans l'Est, guerre de l'Est. Mais Je suis d'abord curieux de savoir pourquoi ces titres. pourquoi le titre? Guerre dans l'Est, guerre de l'Est. Le sous-titre, c'est Face aux dévastations, résilience ou complaisance. Le contenu du livre est fait des témoignages des personnes qui ont vécu la guerre. Alors, bon, je ne voulais pas faire un titre cliché, que par le titre, on comprenne directement le contenu du livre. Parfois, quand on lit le titre, on se dit, c'est peut-être un truc vraiment trop scientifique. C'est peut-être comme du charlonana. C'est pas vraiment ça. Le contenu est plutôt simple. C'est juste des gens qui me parlent de leur vie. Je le mets par écrit, commençons par ma famille. Alors, c'est plus pour des raisons un peu littéraires, des raisons de style, que j'ai choisi Guerre dans l'Est, guerre de l'Est, parce que le livre a 2 parties. Dans la première partie, je parle des témoignages, comme je l'ai dit. Et dans la deuxième partie, je parle de l'attitude de ces personnes face à cette guerre qu'elles vivent au quotidien. Et l'attitude que la jeunesse devrait avoir lorsqu'on vit dans une région rongée par la guerre. Hmm. Oui. Et si il fallait définir des key takeaways, les points clés à retenir de ces livres, ça serait quoi? Moi, déjà, je suis curieux de savoir, c'est quoi cette leçon que tu as apprise tout en faisant ces interviews avec ces personnes-là? Mais... Alors, c'est que j'ai principalement appris, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie, bien ou mal, vraiment ce qui est de mauvais, du côté du mauvais, parce que il y a plein de situations horribles que je n'ai pas voulu mettre par écrit parce que c'était déprimant. Mais je me suis rendu compte, surtout en ayant une conversation avec une fille de 16 ans, que les choses qui nous arrivent, l'attitude que nous avons détermine ce qui va nous arriver après. Soit on se relève, soit on demeure dans le même état et on ne sert plus à rien. Et c'est ce qu'on va répandre comme atmosphère autour de nous. Mais quand on se relève, on apprend à tous ceux qui nous entourent ou même à ceux qui nous ont fait du mal que, bah voilà, vous m'avez fait quelque chose de pas bien, mais j'ai appris à me relever et à avancer. J'avais rencontré une fille qui avait été violée par 7 hommes. Elle avait 16 ans. Malheureusement, elle a contracté une grossesse. Elle vivait chez sa grand-mère. Elle a perdu ses parents déjà dans des circonstances bizarres. Elle revenait de l'école. Elle a trouvé tout le monde par terre, gisant dans le sang.
Ensuite, elle a été violée, étant chez sa grand-mère. Sa grand-mère l'a confiée à un orphelinat que j'ai visité. Et avant d'apprendre de son histoire, j'avais un enfant que je tenais en main et je remarquais une adolescente qui me regardait fixement. Le responsable de l'orphelinat m'a dit « La fille qui te regarde, c'est la mère de l'enfant que tu as en main. » Quand j'ai parlé avec elle, apprendre de ce par quoi elle est passée et voir comment elle était, c'était pour moi, je dis, moi je suis dans la vingtaine, une fille de 16 ans qui apprend à reprendre goût de la vie. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui n'est insurmontable, je voulais dire. Elle est arrivée dans l'orphelinat quand elle avait envie de se suicider. Donc d'abord tuer l'enfant, ensuite se suicider. Mais quand je suis arrivée, elle vivait très bien, elle aime bien son enfant, elle aime bien les personnes avec qui elle vit. Et c'est à partir de là que j'ai pris la décision de pouvoir écrire. Donc c'était d'abord son histoire à la base que je voulais écrire, tout simplement. Mais après, je me suis dit de parler de tous les survivants et de parler aussi de nous, parce que vous voyez, Goma, c'est la ville hôte de tous les déplacés qui viennent des territoires, de nos relations avec eux, de comment nous vivons, comment nous apprenons à contribuer à la reconstruction de ces personnes. Je parle aussi de l'indifférence des personnes qui, on n'avait que ça depuis très longtemps, on est né dans ça, on ne peut rien faire qui puisse changer la situation, alors on avance. Donc je parle de l'indifférence de ceux qui se disent on est né dans ça, c'est peut-être mieux qu'on quitte le pays, on va faire des véloteries, on va... C'est l'Europe, on va aller en Europe, on va aller ailleurs. Bye bye RDC. Je parle des personnes qui sont, c'est vrai, conscientes qu'une simple action faite à une personne ne peut pas changer la situation sécuritaire, mais quand même peut aider une personne à se reconstruire socialement et à pouvoir reprendre goût à la vie, avancer. On vit avec, c'est vrai, mais on apprend à passer outre et avancer pour le bien des générations futures. À un moment donné, quand j'essaye d'écouter ce genre d'histoire, d'être visiter d'autres régions, j'ai par exemple été en Ituri, parler aussi avec des déplacés. Quand tu écoutes ce genre d'histoire, une personne qui a été violée, on a coupé les mains, tu t'es dit, qu'est-ce que j'ai fait pour vivre peut-être cette tranquillité que j'ai? Oui. C'est une très grande tranquillité. Quand on est là, on se réveille, on travaille, on fait ce qu'on veut, on est en famille, c'est juste énorme. Je crois qu'à un moment donné, on doit se dire, on a beaucoup. Oui. Et pendant qu'on a beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour se rassurer que, voilà, on se prépare au moins à changer les choses quand on aura cette occasion. Et comme tu l'as dit, bien sûr, tu ne peux pas te dire que, voilà, l'effet d'avoir aidé une seule personne et que tu as énormément contribué. Mais on dit toujours qu'il suffit juste d'un grain de sable pour faire crouler toute une montagne. Exactement. Et je crois que le peu qu'on peut faire, l'effet, par exemple, d'avoir écrit ces livres, oui, et partager les histoires qu'il y a dans ces livres, à un moment donné, il ne faut pas penser que c'est petit. C'est grand parce que ça te construit d'abord toi. Oui. Ça te donne cette force de te battre dans la vie. Peut-être d'éduquer ta fille. Ta fille, tu ne sais pas qui est-ce qu'elle sera demain. Oui. Mais ça vient du fait que tu as pris d'abord ce courage de rencontrer ces personnes. Ces personnes t'ont motivé et t'ont donné beaucoup plus de force. Et peut-être ce livre sera dans les mains de quelqu'un d'autre qui va lire, qui sera aussi motivé. Oui. Et c'est cette chaîne-là qui va apporter les changements, en fait. Exactement. Que de rester juste là, on se réveille, on est bien, vraiment on est calme. Malgré les coups de balle par-ci, par-là, on a quand même cette vie. Et moi, je dirais que c'est pas petit. Et je dirais pas aussi que c'est normal, mais personne ne va les changer à notre place. Ça veut dire quoi? Qu'on devrait prendre les armes? Non, ça veut pas dire qu'on doit prendre les armes. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on peut avec les nécessaires qu'on a. Oui, je suis d'accord. Tu sais écrire, tu as écrit.
Et tout ce qu'on peut arriver à faire pour aider les autres, je crois qu'on doit s'activer. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne sait pas écrire et il a l'argent. Oui. Il peut faire l'édition de ces livres-là. Il peut distribuer ces livres-là. C'est ce qu'on n'a jamais ce qu'on a du mal à comprendre actuellement à Goma, au Congo. Tout le monde est dans son chacun. Moi, est-ce que j'y gagne? Ah oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que nous gagnons en tant que nation? Je crois que en tant que nation, notre force, c'est cette capacité de reconnaître l'autre, contribuer à ce que l'autre devient. Très important. Parce que c'est l'autre, mon image. Actuellement, je crois que c'est tout simplement, si vous voyez, les dirigeants n'ont pas une bonne réputation. Vous avez des problèmes avec des dirigeants, apparemment. C'est tout le Congo qui a un problème. Okay. Non, mais actuellement, il y a des endroits où tu ne peux pas être pris au sérieux parce que tout simplement, tu es congolais. Ah oui, malheureusement. Malheureusement. Et moi, je ne vois pas d'autre faute que les leaders que nous avons. Parce que c'est eux qui nous représentent d'une manière vraiment... on est entre guillemets de... Ça, c'est vous qui le dites. Eux nous représentent. Ok. Et quand ce n'est pas bien représenté, on en souffre. Bien sûr, on peut fournir des efforts, mais quand même, les leaders doivent prendre conscience. Bon, moi, c'est pas pour leur jeter des pierres, mais c'est juste pour cette conscience que ce que je fais affecte des millions de personnes. Mais ça va être difficile si ce qu'ils sont n'est que le reflet de ce qu'ils ont été dans leur enfance. C'est là que c'est là que devient le problème. Mais je pense que, bon, bien sûr, la génération qui est en train de venir, c'est bien d'apprendre. On doit apprendre de ce qui est en train de se passer actuellement. Que de juste critiquer, apprendre où est-ce que nos aînés ne font pas bien. Oui. Comment on se prépare à mieux faire. Mais je crois que c'est la bonne attitude. Ouais. Et en tout cas, moi, je ne peux que vous encourager dans ce que vous faites. Merci. Déjà que vous faites très bien votre travail. Oh, merci. J'imagine. Mais aussi, quand vous essayez d'expliquer ce que vous faites, comment vous les faites, et je crois que c'est ça. Merci. Et des fois, ce qu'on dit reflète ce qu'on est. Ah oui. Des fois, la façon aussi de les dire reflète ce qu'on est. Oui. Quand tu es vantard, ça se voit tout de suite parce que tu vas te perdre des fois dans tes mots et tout ça. Et on s'est dit, lui, non. Il se la raconte. Oui. Ouais. Pour toutes les jeunes filles, les jeunes garçons qui auront peut-être cette chance d'écouter ces podcasts, c'est quoi ces mots de sagesse que tu peux leur partager aujourd'hui? C'est fort, mot de sagesse. Cette sagesse qui t'a permis de aujourd'hui avoir ton travail, avoir ton respect, être ce que tu es aujourd'hui, aussi avoir un mari qui te respecte Qui m'aime. et qui t'aime pour tout ce que tu es et que tu aimes aussi. Alors, pour tous ceux qui pourraient avoir l'occasion d'entendre ma voix maintenant, je pense qu'il est bien de se dire qu'on est utile, se dire qu'on est important, se dire qu'on peut participer au changement en étant le changement. Et il est aussi très important d'apprendre à ne pas minimiser le faible commencement. À ne pas vouloir
aller jusqu'à Z sans être passé par A, B et C. Parce que c'est parfois un très grand fléau de vouloir paraître ce qu'on n'est pas. Alors, pour ne pas paraître ce qu'on n'est pas, c'est bien de se former pour ce qu'on veut être, afin d'être une figure qui sera une figure formatrice pour d'autres personnes qui pourront nous regarder. Donc voilà. Wow. Et c'est ce que je pense, dans la vie, il n'y a jamais de raccourcis. Oui. Tu triches aujourd'hui pour avoir un diplôme, ça te rattrape dans ton expérience. Je crois que les tricheurs vont se fâcher en écoutant ce podcast. Mais c'est ça. Parce que c'est l'exemple de raccourci qu'on essaie d'avoir dans la vie. Oui. Mais à un moment donné, tu te rends compte que fallait pas. Combien de personnes venaient nakutana comme dit si je savais, je n'allais jamais fuir les cours d'anglais. Ah oui, hein, j'ai dit ça parfois de certains cours que je n'ai pas envie de révéler ici. Et tu sens que ça te rattrape. Oui. Comme tu l'as dit, vraiment, on doit avoir cette patience d'apprendre les A, B, C, D jusqu'à Z. Oui. De ce qu'on veut vraiment devenir ou de ce qu'on veut faire comme carrière ou comme activité. Oui. Je crois que c'est ça la base. Comme tu l'as dit, l'éducation, c'est tout ce qui compte. Hein. Et voilà, je crois que pour moi, je n'aurais pas grand-chose à ajouter sur ce que tu as dit. C'est ça la règle d'or. Oui. Juste, dans une phrase, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Bien retenu. Merci beaucoup, Madame Laetitia, pour le temps que vous avez eu à passer avec nous, pour cette discussion qui me construit moi personnellement. Et je pense que notre communauté du NNP Podcast aura au moins à trouver 2-3 choses pour leur sagesse, pour leur tiroir. Parce que tout ce que nous consommons comme information fait partie de notre capacité à résoudre les problèmes. Oui. Soyez pas là à passer du temps sur TikTok. Bien sûr, c'est bien, ça nous détend. Mais qu'est-ce que ça ajoute sur notre tiroir de la vie? Oui. Donc, c'est très important aussi de prendre un temps pour lire, pour écouter ce genre de podcast. Ça nous aide. La conversation, ça nous aide aussi à grandir. Donc, Madame Laetitia, merci pour votre expérience que vous avez partagée avec nous. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut peut-être passer à discuter ici, des valeurs pour notre communauté, pour les jeunes. Et je crois que si je pouvais solliciter plus de temps, je pourrais, mais peut-être dans autre chose. Mais je sens que vraiment, il y a beaucoup de sagesse. Et votre famille a beaucoup plus de chances de vous avoir comme, comme faisant partie de cette famille. Surtout votre famille personnelle, votre famille élargie, votre famille professionnelle. Et bon, voilà, c'est dans ces mots de remerciement que nous disons aussi merci à vous qui nous avez écoutés dans ce NNP Podcast. On se donne rendez-vous pour un autre épisode du NNP Podcast, toujours avec des personnes assez intéressantes, pour ne pas rater ce qui arrive. Donc, rassurez-vous d'avoir aimé d'abord nos pages. Partagez avec toute personne que vous pensez doit nécessairement écouter ce podcast et qui a besoin d'être encouragé dans ce qu'il fait. Rassurez-vous que vous avez partagé. Et on s'est dit à la prochaine édition. Si vous avez quelqu'un que vous pensez être suffisamment intéressante pour partager son expérience à travers le NNP Podcast, n'hésitez pas à nous mentionner cette personne dans le commentaire. Comme ça, on va se rassurer que on
on s'est introduit, où on essaie on essaie de faire connaissance pour voir comment il peut aussi partager son expérience. Salut et à la semaine prochaine.